Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 2 août 2023. Voici les principaux titres. Un réfugié burundais assassiné à coups de machette dans le camp de Kakuma au Kenya. Les détails à suivre tout à l'heure. Les travailleurs de la Sosumo réclament leurs annales qui devraient être débloquées avant fin juillet. Ils demandent l'intervention du chef de l'État. Vous allez suivre l'un d'entre eux au cours du journal. Dans cette édition, nous allons aussi vous parler du démarrage d'un nouveau recensement d'enseignants pour corriger le précédent. L'ancien dénombrement aurait provoqué à tort la confiscation du salaire d'environ 5000 enseignants à emploi jugés non identifiés. Voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, un réfugié burundais a été tué à coups de machette dans la nuit de dimanche au camp de Kakuma situé au Kenya. La victime veillait sur son champ de légumes et quand des inconnus l'ont surpris et l'ont sauvagement assassiné, les réfugiés burundais de ce camp réclament une enquête indépendante. Le point avec Elvis Nyomungeri. La victime de l'attaque s'appelait Emmanuel Ndereyimana alias Gwanyonga. Il vivait au camp de Kakuma dans la zone 3. Nos sources d'Azoka indiquent qu'il avait passé la journée du dimanche dernier à arroser son champ de légumes situé dans la vallée d'Oraga. Il y est resté jusqu'à la tombée de la nuit pour veiller sur son champ contre d'éventuels voleurs. C'est ainsi qu'il a été surpris en plein sommeil par des inconnus qui l'ont coupé en morceaux à l'aide de machettes et il est mort sur place, c'est toujours nos sources. Les réfugiés de Soka se demandent comment les bourreaux ne se sont pas inquiétés alors que la victime se trouvait à quelques mètres de la position policière qui assure la sécurité de Soka de Kakuma, ce qui est inacceptable pour ces réfugiés qui dénoncent une criminalité grandissante. C'est vraiment horrible, c'est très choquant. Lorsqu'on regarde la façon dont le nôtre a été coupé en morceaux, ça dépasse l'entendement. Nous constatons qu'il y a une main invisible derrière ces actes criminels dont nous sommes souvent victimes. Nous encourageons la famille de la victime qu'elle soit forte malgré ces moments douloureux qu'elle traverse. Grâce à Dieu, on va sortir de ce temps difficile pour nous. Demain sera meilleur. Ne vous découragez pas. Ces réfugiés burundais du camp de Kakuma accusent les forces de l'ordre qui assurent la sécurité de Soka de ne rien faire pour couper court avec ces actes criminels dont ils sont souvent victimes. Il précise que plus de 10 réfugiés ont été tués par des hommes non encore identifiés dans une période ne dépassant pas 2 mois. Le cas des réfugiés de Kakuma fait face également au phénomène de vol à main armée qui cible notamment des champs de culture et des motos en circulation surtout pendant la nuit. Dans ce camp de Kakuma, les réfugiés sont également menacés par la famine pour cause les frais insignifiants de rations alimentaires qui ne leur permettent pas de joindre les 2 bouts du mois. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Les réfugiés burundais du camp de Kakuma au Kenya ont un grand défi de manque de nourriture. Ils font savoir que l'aide alimentaire offerte par le HCR via les cartes de paiement est insuffisante. Lorsque ces réfugiés vont acheter des vivres chez les commerçants, ces derniers leur fournissent des vivres à un prix exorbitant. C'est au moment où le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR a aussi diminué son assistance, passant de 2000 à 1600 shillings kenyans. La ration alimentaire que chaque réfugié reçoit mensuellement est insignifiante, regrette un de ces réfugiés. ntabwo baguha amakashi igihe uri kurava mu kibati bagutuza nimba utuje. Concernant l'assistance du HCR, nous ne recevons plus l'argent liquide. Lorsqu'un réfugié obtient l'exil, il a droit à une certaine quantité de vivres qu'il ne devrait pas dépasser. Par exemple, s'il s'agit du sorgho, il reçoit 5 kg, voire même 7 kg, et c'est le même cas pour le maïs. S'il s'agit de haricots, on lui donne un gobelet seulement plein de haricots. Arrivé à la maison, ça devient difficile car nous n'avons pas de charbon.
Ça devient un casse-tête car nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller chercher le bois de chauffage, craignant d'être tués par les Soudanais. Nous n'avons pas aussi d'issue. Selon toujours les réfugiés du camp de Kakuma, les commerçants du camp qui sont habilités dans l'approvisionnement des réfugiés font la spéculation et augmentent les prix des denrées alimentaires comme ils veulent. Il y a un petit récipient surnommé Mama Chakura qu'on nous donne et qui est utilisé pour mesurer la quantité de vivres. C'est ce récipient qu'on amène chez un commerçant pour acheter de quoi manger. Il y a également un petit sac vide d'un kilogramme. Normalement, ce sac de haricots coûte 90 shillings. Mais si tu vas chez le commerçant, ça coûte 150 shillings. Un kilogramme de riz à l'extérieur du camp coûte 120 shillings. Mais quand il achète à l'intérieur du camp, il coûte 150, voire même 160 shillings. À ce propos, nous n'avons pas encore pu joindre les représentants du HCR, tout comme les responsables du camp de Kakuma, pour de plus amples éclaircissements. Restons dans les camps des réfugiés, mais quittons le Kenya pour nous rendre en Tanzanie, où les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu ont été informés hier que l'accès à l'éducation et à la santé ne leur sera plus facile. De leur côté, les réfugiés ont demandé que ces menaces et persécutions cessent et que le rapatriement soit volontaire. Plus de détails avec Dani Claire et la trouve. Ces délégations burundaises en visite au camp de Nyarugusu ce mardi étaient accompagnées par Soudi Mwakibasi, le commissaire chargé des questions des réfugiés au ministère de l'Intérieur en Tanzanie. La délégation burundaise était dirigée par Karimi Mbarushimana, le secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur. Elle a dit qu'ils ont été envoyés par le président de la République pour sensibiliser les réfugiés au rapatriement. L'ambassadeur du Burundi à Kigoma, Jérémy Kekenoa, a informé ces réfugiés que le HCR leur a indiqué que plusieurs centres de santé et hôpitaux seront fermés et que le nombre du personnel soignant sera sensiblement diminué. Depuis hier, nous avons discuté avec le personnel du HCR. Ils nous ont dit la vérité, qu'ils n'ont plus de moyens pour aider les réfugiés. C'est pour cela qu'il y a des difficultés dans le secteur de l'éducation. Nous savons que certains centres de santé seront fermés et même le nombre de personnel soignant sera diminué. Que feriez-vous en cas de maladie? Les meilleurs médecins sont partis. Il y a des grands hôpitaux qui seront bientôt fermés. Je représente le pays. Et quand on représente un pays, on est un parent. Il vient de souvent de Bujumbura, délégué par le président de la République, pour s'enquérir de la situation de ses citoyens. Et c'est vraiment déplorable parce que vous refusez de répondre à l'appel du président. Ces réfugiés burundais de Nyarugusu indiquent qu'ils ont été étonnés de constater l'absence d'un représentant des Nations Unies dans cette rencontre. Ils continuent de demander que cessent les menaces et persécutions dont ils sont souvent victimes et que le retour au pays soit volontaire. Où sont les agents des Nations Unies? Ceux dont nous connaissons, je ne les vois pas. Nous, réfugiés de Nyarugusu, nous voulons la paix. Nous savons ce qui s'est passé à Mutabira et nous savons que c'est cela que vous comptez faire. Si une personne veut rentrer de son propre gré, c'est bien, mais chaque personne a ses raisons qui l'ont poussé à fuir son pays. Nous nous sommes exilés suite à de différentes raisons. La délégation burundaise en visite au camp de Nyarugusu était partie avec un groupe de rapatriés venus des différents pays pour tenter de tranquilliser ceux qui sont encore en exil. Dans un instant, nous retournons au Burundi pour vous dresser le bilan mensuel de la sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 12 cas d'assassinat dans 9 provinces du pays au cours du mois de juillet. Parmi eux, il y avait 3 femmes et un enfant. Le point avec Inès Gakiza. La province de Chibitoke, située au nord-ouest du pays, vient en tête avec 3 personnes assassinées. Elle est suivie par la province de Gitega, où a été tué 2 personnes, et les provinces de Muyinga, Rumonge, Ngozi, Bururi, Kirundo, Bujumbura et Bujumbura-Meri ont enregistré chacune une personne assassinée. Au total, la rédaction de la RPA a donc pu répertorier 12 personnes tuées dans 9 différentes provinces du pays au cours du mois dernier de juillet. Parmi les 12 personnes tuées, 7 ont été retrouvées mortes
mortes, leurs corps gisant dans la nature dans les provinces de Cibitoke, Gitega, Ngodi et Bururi. 3 de ces victimes du mois de juillet ont été tuées par machette dans les provinces de Rumonge, Muyinga et Kirundo. 2 restantes ont été tuées par balle dans les provinces de Bujumbura et Bujumbura-Mairie. Parmi ce total de 12 victimes, 3 sont des femmes de Gitega, Bururi et Bujumbura-Mairie et un enfant tué par des Imbonerakure en province Kirundo. La majorité des auteurs de ces assassinats qui ont pu être identifiés sont des militaires et des Imbonerakure d'après la population de ces différentes provinces citées. Le chef de la colline Nhunda, zone Vignuro de la commune Vianda, nous sommes dans la province Bururi, est détenu pour de fausses accusations selon les habitants de cette colline. Il pointe du doigt une femme membre du CNDD-FDD qui l'aurait injustement accusée pour pouvoir prendre sa place. Les habitants de la colline Nhunda demandent au gouverneur de la province Bururi d'intervenir. Eric Nyonzima. Le mercredi 19 juillet 2023, le gouverneur de la province Bururi s'est rendu sur la colline Nhunda à la recherche de vendeurs du carburant frauduleux. Selon notre source sur place, le gouverneur a pris à flagrant délit une certaine donate de cette localité. Elle a été arrêtée ainsi que le chef de colline et le chef de la sous-colline pour des réseaux d'enquête. Tout a commencé car le gouverneur de la province est venu pour mener une fouille et perquisition. Une dame prénommée Donate a été prise en flagrant délit le mercredi et elle a été incarcérée au cachot de la brigade de la commune de Bururi. Le lendemain, Ones Harimeshi, le chef de la colline Nhunda, et Clovis, le chef de la sous-colline, ont été arrêtés pour des réseaux d'enquête. Ils ont été par la suite accusés de complicité dans la vente illégale du carburant. Ones Harimeshi et Clovis habitaient à 5 km de chez Donate. Ils ont été incarcérés dans la prison de la brigade de la commune de Bururi le 21 juillet. Selon des informations recueillies sur place, derrière cette arrestation se cache quelque chose. Les habitants de la colline Nhunda indiquent que les 2 élus collinaires sont victimes de leur appartenance politique. Ils précisent qu'ils sont déjà destitués de leurs fonctions. Le mercredi 26 juillet, ils ont comparé en justice et ont été transférés dans la prison centrale de Bururi. Tout cela à cause de cette femme qui vient en deuxième position sur la liste des élus collinaires. Elle le maltraitait toujours pour qu'elle puisse le remplacer. Pour le moment, Béatrice a été déjà nommée chef collinaire à la place d'Ones Harimeshi parce qu'il est en prison. On a précipitamment convoqué une réunion d'urgence pour le remplacer. C'est parce que tout simplement Harimeshi n'était pas membre du CNDD-FDD, ainsi que Clovis, le chef de la sous-colline. Ils sont victimes de leur appartenance politique. Les habitants de la commune de Vianda demandent la libération de ces 2 personnes sans condition, car ils sont innocents. Ils demandent également qu'ils soient réaffectés dans leurs fonctions, car ils ont été élus par la population et sont toujours préférés par la même population. Quittons Bururi pour nous rendre à Ruyigi où les employés de l'hôpital Kinyinya se plaignent d'être maltraités par les responsables de cet hôpital. Ces employés disent que ces responsables font des retraits sur leurs primes sans aucune concertation. Onésime de Chimaguizé pour plus de détails. Les responsables de l'hôpital de la commune de Kinyinya en province de Ruyigi qui sont accusés par les employés de cet hôpital de l'injustice qu'ils subissent en ce qui concerne les retraits d'argent sur leurs primes sont le docteur Gedeo, médecin directeur de l'hôpital de Kinyinya, ainsi que Silver Chiza, le gestionnaire de cet hôpital, qui est également le secrétaire général du parti CNDD-FDD en commune de Kinyinya. Notre source à cet hôpital révèle qu'ils peuvent retirer une somme de 20 000 francs burundais sur leurs primes, arguant que c'est pour différentes contributions, alors qu'ils n'ont pas été consultés auparavant. Il y a des primes qui touchent à la fin du mois car l'hôpital a enregistré des bénéfices après avoir payé toutes les dépenses ainsi que les salaires des employés. Donc, l'excédent est attribué aux employés en sorte de prime, mais à la fin du mois, ils viennent nous dire qu'ils ont soustrait une somme de 10 000 ou 20 000 francs destinés à contribuer pour le développement de la commune ou encore pour le parti CNDD-FDD. Ici, je vous dirais que le gestionnaire de l'hôpital de Kinyinya est également le secrétaire général du parti CNDD-FDD dans cette commune Kinyinya. Ces employés de l'hôpital de Kinyinya indiquent que les responsables abusent de leur pouvoir
pour les extorquer de l'argent, étant donné qu'ils paient des impôts sur salaire. Alors, cela nous étonne beaucoup et on se demande s'ils ne savaient pas qu'on paie des impôts sur nos salaires. Comment osent-ils revenir exiger de force des contributions pour développer la commune alors que ces employés le font d'une autre manière légale? Ils le font de façon brutale en emportant leur argent comme si ces employés n'ont pas d'autres moyens pour contribuer au développement de la commune et du pays. C'est vraiment incroyable. Ainsi, les employés de cet hôpital demandent au ministère de la Santé publique de suivre de près leurs problèmes pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits et qu'ils perçoivent la totalité de leurs primes. Les travailleurs de la société sucrière du Mosso réclament le déblocage des annales comme le leur avaient promis les différentes autorités du pays au moment où ces employés espéraient que la situation devrait être réglée avant la fin du mois de juillet. Ils indiquent que rien n'a été fait. Suivez plutôt l'un des travailleurs de la Sosumo qui s'est confié à la RPA. En tant que société étatique comme la Sosumo, nous sommes préoccupés par le fait que le gouvernement ne se soucie pas de nous. Le ministre de la fonction publique, de même que le président de la République, avait annoncé que nous allons avoir le déblocage des annales. Nous avons attendu sans succès. Nous pensions que ces annales allaient commencer à être débloquées avec la fin du mois de juillet 2023. Nous avons entendu que certains fonctionnaires et les militaires ont reçu cet argent. Et d'ailleurs, ils l'ont eu bien avant et ils viennent maintenant de bénéficier de l'harmonisation des salaires. Et pour nous, les sociétés étatiques, on nous avait dit que pour l'harmonisation des salaires, il faudra attendre 10 mois. On nous avait promis que ce déblocage des annales se fera au mois de juillet, mais voilà que nous sommes déjà au mois d'août. Alors, qu'allons-nous devenir vu que le gouvernement nous a laissés alors que nous sommes parmi ceux qui contribuent pour le développement du pays? Nous implorons le président de la République que si jamais des gens qui l'auraient mandaté n'ont pas accompli la mission, il faut qu'il les rappelle afin de nous tirer de cette désolation. Il ne faut pas qu'il y ait de l'injustice. Nous avons beaucoup patienté et nous en sommes fatigués. Le prix du sucre, du carburant, celui des boissons et du ciment ont tous grimpé et nos moyens ne sont plus suffisants. Qu'il nous aide à avoir ces annales et ensuite attendre la promesse de l'harmonisation des salaires. Que le président de la République sorte de son silence et de nous dire si nous en aurons ou pas. Mais nous pensons qu'il le fera comme c'est un gouvernement qui se dit responsable et laborieux. Voilà, c'est l'un des travailleurs de la société sucrière du Mosso Sosumo en sigle. Nous l'avons également évoqué en titre. Aujourd'hui, le travail de correction des irrégularités observées dans les résultats du récent recensement de tout le personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a démarré. Ainsi, tous les enseignants se sont rendus à leurs écoles d'affectation et chacun remplissait lui-même une fiche comprenant des questions qui montraient bien son emploi type. C'est après que plus de 5000 membres du personnel de son ministère n'ont pas perçu leur salaire du mois de juillet. La raison étant que ce recensement les avait classés dans la catégorie du personnel à emploi type non identifié. Parlons économie pour clore cette édition. Le Burundi traverse une crise économique sans précédent résultante d'une mauvaise gouvernance d'une très grande période. Propos de Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Pour Faustin Ndikumana, ces facteurs sont à l'origine de la flambée des prix des denrées alimentaires. La situation actuelle de l'inflation qui dépasse l'entendement prend origine à des facteurs suivants. D'abord, il faut prendre conscience que le Burundi est dans une crise économique sans précédent et le gouvernement doit en être conscient. Cette crise économique est le fruit d'une grande période de mauvaise gouvernance, de corruption qui a eu pignon sur rue dans ce pays dans l'impunité totale. Et quel est le résultat immédiat? Le Burundi, c'est un pays qui n'exporte presque rien. C'est un pays qui ne reçoit pas d'aide publique au développement. C'est un pays qui n'a pas d'investissement direct étranger, où la diaspora n'investit pas assez, où le pays a fait des capacités d'imprimer à l'extérieur. Et la production a chuté.
dans plusieurs secteurs, y compris la production agricole. Et par contre, il y a un mensonge qui s'est entretenu disant qu'il y a une autosuffisance alimentaire, qu'il y a une autosuffisance au niveau même du financement en termes de développement. Et il y a une spéculation sur les devises avec une mauvaise gestion du prix des devises qu'on avait. Et il y a eu tendance à la manipulation du FAMBU en augmentant l'endettement intérieur à partir des avances de la Banque centrale, à partir de l'endettement auprès du secteur bancaire et financier qui a provoqué ce qu'on appelle l'effet d'éviction, le gel des annales, accompagné par une mauvaise gouvernance budgétaire dans l'opacité sans contrôle, mauvaise application budgétaire, où les priorités étaient vraiment des priorités qui n'en étaient pas une. Et cela a provoqué l'inflation actuelle. L'inflation par d'abord suite à la faiblesse de la production, l'inflation par les coûts, suite à cette augmentation des taxes, l'inflation monétaire, suite à ces avances de la Banque centrale qui augmentent d'année en année sans remboursement, l'inflation liée aux devises, l'inflation importée, la perte de la valeur du franc par rapport aux devises, suite à leur arrêté, la spéculation, la faible capacité infirmière de prendre des mesures correctes et adéquates. Il n'y a que des mesures énergiques qui pourraient aider à renverser la tendance. Selon Faustin Ndikumana, l'économiste parle entre autres d'un nouvel ordre de gouvernance avec des techniciens capables de le mettre en application. Pour redresser la tendance, il faut des mesures énergiques. Parce que actuellement, la structure du budget 2023-2024 ne dit rien de beau parce que nous avons un déficit de plus de 700 milliards. Alors que c'est un déficit y compris donc. C'est-à-dire que même si on mobilise les taxes et les aides publiques au développement, on garde un déficit de plus de 700 milliards. Au niveau de l'affectation, c'est important de constater que le salaire même, maintenant la masse salariale arrive à presque 800 milliards. Le fonctionnement de nos missions 370 milliards. On ne peut pas même un remboursement d'endettement de 1000 milliards. Ça veut dire qu'on a 2000 milliards de dépenses liées au fonctionnement et au remboursement de la dette. Plus même que les recettes fiscales. C'est une crise vraiment économique sans précédent. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut qu'il y ait un nouvel ordre de gouvernance dans ce pays, avec des hommes capables pour le mettre en application. Et le grand de ce nouvel ordre de gouvernance, c'est la capacité de faire une planification, suivre l'évaluation et une production de statistiques fiables qui permettent d'évaluer l'avancée des choses. Il y a le climat des affaires pour booster le secteur privé et la mobilisation des investissements de l'aide étrangère. Il y a la gouvernance budgétaire à renforcer. Il y a la politique monétaire de change qu'il faut bien assainir. Il y a le secteur financier qu'il faut booster pour financer l'économie. Il y a la mobilisation, augmenter la capacité de mobilisation des financements extérieurs, la capacité institutionnelle, améliorer la capacité institutionnelle, la police, la justice, l'administration centrale. Et il faut une stratégie nationale de lutte contre la corruption pour quand même renforcer la bonne gouvernance. En dehors de ça, vraiment, la situation au Burundi, il sera difficile vraiment d'inverser la tendance si des mesures énergiques ne sont pas prises dans les secteurs. Officiellement, les prix qui ont été revus à la hausse, ce sont des prix du carburant, les prix de transport en commun, les prix du sucre, les prix des produits Braroudi et du ciment Bousseko. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 2 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Denis Wasumba. Au revoir.